Bonjour et bienvenue dans ce second épisode d'Ambition Rurale. Il y a un peu plus d'un an est paru mon premier livre, Maman, j'ai quitté la ville. Dans ce dernier, je démontre qu'aucune transition écologique, sociale et économique ne pourra se faire sans les territoires ruraux. C'est une question de résilience, et même simplement de bon sens. Ce bon sens, cet esprit de responsabilité, certains l'incarnent et choisissent de faire des choix de vie forts pour être cohérents, trouver du sens et aligner son niveau de conscience avec son niveau d'action. Dans toute grande aventure, il y a des personnes qui s'engagent et partent en éclaireur. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'une d'entre elles, Emmanuelle Corati, une femme engagée qui en 2018 a tout quitté pour fonder Back to Earth, une association qui milite pour le retour à la terre des citoyens. Bonne écoute. Bonjour Emmanuelle et merci d'avoir accepté ce petit temps d'échange ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler ruralité et retour à la terre. Donc toi, tu as un parcours assez particulier, avec des engagements qui sont très forts pour le monde rural. Et je te propose en guise d'introduction de te présenter et puis de nous expliquer un petit peu ce que tu fais et puis ce qui t'a mené à faire ce que tu fais. Merci beaucoup Corentin. Alors oui, en effet, je m'occupe d'une association qui s'appelle Back to Earth, que j'ai fondée il y a bientôt 3 ans maintenant, qui porte le thème du retour à la terre, on va en parler. Mais c'est vrai que je suis pas issue du monde de la ruralité, j'ai un parcours au départ, de directrice, du développement durable et c'est par ce biais-là que j'étais amenée à m'intéresser à la question de l'agriculture et des territoires. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années sur les questions de la transition écologique et sociale en entreprise au sein d'un grand groupe événementiel que j'ai beaucoup apprécié, mais où j'ai très vite senti que les enjeux de transition, qu'ils soient écologiques ou sociaux, étaient pas pris à la bonne mesure compte tenu des crises qu'on traverse. Et en devenant vraiment de plus en plus préoccupée par ces enjeux de transition et en voyant les crises s'accélérer, j'ai vraiment pris conscience de la nécessité d'organiser notre résilience, en fait. Et c'est en commençant à m'intéresser aux thématiques de résilience que j'en suis venue à m'intéresser au sujet des territoires et de l'agriculture, puisque voilà, qui dit crise dit assez vite notion de gestion de crise sur des sujets qu'on touche d'ailleurs d'ores et déjà du doigt depuis quelques mois maintenant, sont les sujets de l'alimentation et de l'énergie, qui sont des sujets qui vont devenir des sujets nécessairement locaux et qui vont remettre vraiment au cœur du système les agriculteurs qu'on a trop longtemps mis de côté dans notre économie, qui est devenue une économie tertiaire. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte au moment où j'ai commencé à imaginer ma propre résilience personnelle face aux crises qu'on traverse, euh, que finalement, j'étais quelqu'un de profondément inutile. Et c'est de par ce constat de mon inutilité que j'en suis venue à créer cette association, puisque concrètement, voilà, j'avais un métier tertiaire dans une entreprise tertiaire. Et demain, avec les crises qu'on va traverser, hem, ces métiers-là, à mon sens, ont un avenir qui est beaucoup moins important, que les métiers du secteur primaire et secondaire qui doivent retrouver leur place. Et j'ai pris conscience d'une transition personnelle que je devais absolument, activer. Et c'est quelque part effectivement une double transition que j'ai entamée, à la fois, personnelle dans ma façon d'aborder, le travail, d'aborder la vie et en même temps, un projet d'innovation, sociétale que je porte au travers de Back to Earth et je conduis ces 2 transitions un petit peu en parallèle. Donc je sais pas si c'était, sur ce sujet que tu voulais venir? Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que donc tu es issu d'une grande école, tu as une vingtaine d'années d'expérience, donc finalement une carrière plutôt classique, du moins plutôt valorisée socialement. Et tu t'es dit, bah, ok, je vais transiter. Et ça me fait beaucoup penser à tout ce phénomène de désertion qu'on a beaucoup entendu parler en 2022 avec plusieurs étudiants de grande école qui évoquaient ça, mais du coup, à une étape de maturité beaucoup plus précoce que la tienne. Toi, tu as eu une sorte disons, de courage social pour transiter. Comment est-ce que tu as fait en fait pour te dire, ok, ma carrière, elle n'est plus faite pour moi, j'ai besoin de trouver du sens. Est-ce que tu étais seul à travers ça ou est-ce que autour de toi, tu avais un petit monde qui t'encourageait à aller dans cette direction-là? Alors oui, c'est vrai que, bon, j'ai un parcours effectivement, qui aurait pu être,
socialement, voilà, très valorisante. Donc effectivement, j'ai fait, HEC. Alors c'était fantastique, hein, comme étude, et puis, j'ai toujours eu des jobs extrêmement intéressants et fait en sorte d'en avoir, hein, bien sûr, puisque donc, mes choix professionnels n'ont jamais été guidés, uniquement par, les notions de carrière, mais plutôt par l'intérêt des sujets que je pouvais traiter. Donc j'ai eu cette chance-là. Et c'est vrai que ce que je traverse là depuis 3 ans se rapproche et j'ai été très frappée euh, cet été par les prises de parole des étudiants d'AgroParisTech ou d'HEC d'ailleurs ou d'autres écoles et de voir effectivement émerger ce terme de bifurcation ou de désertion. Alors moi je suis moins pour la désertion que pour la bifurcation parce que déserter, ça pourrait vouloir dire, bah, se retirer, ne pas agir, même si je comprends parfaitement les raisons qui amènent à plus vouloir contribuer à un système. Donc je me reconnais effectivement tout à fait dans le mouvement qui est porté aujourd'hui par les étudiants, qui est un mouvement que je suis, qui est en train de se structurer. Sur le plateau de Saclay, dans les écoles, notamment parisiennes, il y a des regroupements qui sont en train d'être faits et donc je trouve ça extrêmement intéressant que les gens au cœur du système, heu, à partir du moment où il est à bout de souffle, ne veuille plus l'alimenter. Donc, pour répondre déjà d'une première manière à ta question, effectivement, je me sens en phase avec ce sujet de la bifurcation, de la transition ou de la désertion, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Et donc après, pour parler de ce qui m'a conduit à ça, bah, c'est le constat, mais qu'on peut tous faire, hein, collectivement, d'une impasse du modèle consumériste urbain, dont on sait, et donc c'est plus la peine de se cacher derrière son petit doigt qu'il est complètement à bout de souffle, que la mondialisation, bah, elle a eu des aspects très positifs, mais elle a aussi énormément de côtés négatifs et elle nous met en très très grande vulnérabilité. Et donc c'est après forcément, donc moi je suis quelqu'un qui me suis toujours posé beaucoup de questions sur le sens que je pouvais mettre dans mon travail et en tout cas qui est toujours privilégié le fait de me dire que ce que je fais puisse servir à quelque chose. Je trouvais du sens dans le fait d'agir au sein, d'une équipe de développement durable dans un grand groupe, mais aujourd'hui pour moi, là, on est dans une urgence qui est telle que tout ça pourrait avoir du sens si on avait un long temps devant soi. Le temps aujourd'hui est beaucoup trop court et comme j'ai pu le dire à mon patron quand j'ai quitté mon entreprise pour me consacrer 100% de mon temps à l'association dont on va parler, je lui ai dit que bah, il reste pour moi 3 à 5 ans pour agir, sans pour autant que je sois collapso, hein, même si j'écoute avec respect les gens qui sont dans les logiques de collapsologie. Voilà, j'ai pas de religion toute faite sur le sujet, mais bien sûr que je suis en alerte et de la même façon que la communauté scientifique est en alerte et il y a beaucoup d'indicateurs qui sont au rouge, donc faut être très vigilant. Mais effectivement, le jour où j'ai décidé de quitter un chemin tout tracé qui me menait à un comité exécutif de groupe coté en bourse, hein, donc j'avais pas trop de soucis à me faire après pour mon porte-monnaie. Euh, Comme je l'ai dit à mon patron, si des gens qui sont sensibilisés à ces enjeux, qui ont le réseau pour le faire et qui ont la volonté d'aller se casser les dents, aller le faire, n'y vont pas, qui va y aller? Voilà, on a tous une responsabilité aussi individuelle, à mon sens, à engager. Il y a la responsabilité d'entreprise qui est la RSE, il y a la responsabilité politique et des politiques publiques, et puis on a tous des initiatives individuelles à mener. Et donc, voilà, ça me semblait. Je voyais pas comment je pouvais à la fois être autant consciente de ces enjeux et ne rien faire, surtout en étant maman. Et c'est vis-à-vis de mes enfants que j'ai entamé cette transition-là, alors qui reste très imparfaite, reste à construire chaque jour. Et puis pour répondre à une dernière partie de ta question qui était sur la notion de est-ce que j'étais seule ou est-ce que j'étais accompagnée, c'était un petit peu les deux. C'est-à-dire que dans mon environnement très immédiat de camarades, d'amis, évidemment, j'étais plutôt un ovni. En revanche, quand on commence à s'intéresser à ces questions, très vite on rentre dans des réseaux associatifs, de veille, internet, etc. Et donc on croise aussi de plus en plus de gens qui se posent ces questions. Et donc en fait, il y en a des tonnes de gens qui se posent des questions, qui ont envie de bifurquer. Et donc j'étais à la fois isolée, j'ai envie de dire socialement, et en même temps très reliée à d'autres gens qui dans un cercle autre que celui qui était mon cercle immédiat, se posaient des questions, ce qui nous a d'ailleurs amené au sein de l'association à vouloir créer des liens entre des personnes qui pouvaient partager ces engagements et ces questionnements. En tout cas, c'est difficile, puisqu'en fait, on lutte sans arrêt à contre-courant, en fait.
tout nous amène aujourd'hui concrètement à la facilité de la société consumériste urbaine. Il n'y a pas grand-chose qui aujourd'hui est fait pour qu'on détertiarise, pour qu'on relocalise, pour qu'on aille vers la ruralité, pour qu'on se reconnecte au vivant. Enfin, il y a plein de sujets dont on va parler, mais qui sont concrètement des sujets à contre-courant. Et donc ramer à contre-courant, c'est fatigant, mais quand on sait que c'est la bonne direction, bah, de toute façon, on peut pas lâcher. Et donc toi, ta bifurcation, elle s'est orientée sur les territoires, plus précisément sur le retour à la terre, Ouais. donc un lien avec le vivant très fort. Déjà, qu'est-ce qui t'a conduit à cette idée de retour à la terre et qu'est-ce que tu mets derrière? Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc il y a, pour moi, une résilience qu'on doit organiser puisqu'on est vraiment à risque aujourd'hui du point de vue, de l'alimentation et de l'énergie, et tout ça, ça passe par 2 choses principales, qui est de redonner une place centrale à l'agriculture et aux paysans et par relocaliser un certain nombre d'activités et à réinvestir les territoires. Ça, c'est pour moi la genèse, ça a été vraiment la question de l'organisation de notre résilience. Hem de venir quelque part un petit peu à rebours de tout cet exode urbain, de toute cette tertiarisation et de cette mondialisation qui s'est mise en place, lors de dernières générations, qu'on vient de connaître là, donc ça s'est fait très, très vite en fait. Et donc qu'est-ce qu'on met derrière le retour à la terre? En fait, on met 3 choses qui sont à la fois distinctes et bien reliées. La question effectivement de la place de l'agriculture et des paysans qui doit redevenir centrale dans notre économie. C'est pas possible que la question de l'alimentation soit pas centrale. Enfin, je veux dire, c'est la base de la santé, de la survie, et donc aujourd'hui, voilà, le secteur primaire est pas premier, clairement. Ni dans les statistiques d'actifs, on va avoir 50 des agriculteurs qui seront à la retraite dans moins de 10 ans. C'est pas des carrières qui sont aujourd'hui envisagées comme étant à valeur ajoutée dans les parcours des collégiens et des lycéens, alors que ce sont des métiers qui sont absolument extraordinaires, qui donnent du sens, voilà, qui sont absolument nécessaires d'un point de vue notamment écologique. On a eu un effondrement de la biodiversité et les agriculteurs vont, au-delà de leur rôle nourricier, jouer un rôle fondamental dans la restauration du vivant et puis dans la captation du carbone et la production d'énergie. Donc c'est juste les acteurs, on va dire centraux des transitions qu'on doit amorcer. Si on n'a plus les agriculteurs, on est vraiment dans une merde encore plus noire que dans celle dans laquelle on est. Et donc c'est un métier qui est fantastique, qui est extrêmement dur, mais qui en même temps a un sens phénoménal. On produit des choses, on nourrit les gens, on contribue à leur santé, on restaure le vivant, on contribue à la réduction de l'empreinte carbone. Ouais, qu'est-ce qui peut faire plus sens aujourd'hui? Donc, il y a cette question de la place de l'agriculture et des paysans, faire en sorte qu'ils soient mieux reconnus, qu'ils soient plus nombreux et qu'ils aient une place sociale centrale. Deuxième sujet, la question du rééquilibrage entre les territoires, qui sont aujourd'hui beaucoup trop déséquilibrés entre des métropoles qui sont hyper denses et des territoires moins denses que sont les petites moyennes villes et puis les territoires ruraux, avec cette idée que on doit rééquilibrer les populations, dans les territoires parce que voilà, ça crée tout un tas de problématiques, ce déséquilibre. On doit, évidemment relocaliser un certain nombre d'activités. On est devenu beaucoup trop dépendant, d'activités qui se passent hors du territoire de la France. Or, on a des ressources qui sont fondamentales. Rééquilibrer les emplois, et puis rééquilibrer aussi les prises de décision, la façon dont politiquement, on appréhende le territoire. Aujourd'hui, on est dans un territoire, on peut le dire, qui est quand même très jacobin. Il y a énormément de choses à faire pour rééquilibrer les métropoles avec les territoires ruraux, sans du tout les opposer, mais plutôt en imaginant d'autres liens et des logiques qui soient autres qu'administratifs et qui se fassent, encore une fois, beaucoup plus en lien avec ce qu'est le vivant, les notions de biorégion, de biovallée qui sont en train d'émerger, qui sont très intéressantes et qui amènent d'autres perspectives. Et la troisième dimension du retour à la terre, elle est évidemment à la genèse des transitions que j'amorce et qu'on pousse au sein de l'association, c'est la question de la reconnexion au vivant, de la reconnexion à la nature, d'un système d'organisation et d'individus qui sont globalement devenus complètement hors sol en moins de 2 générations. Et donc, tant qu'on n'aura pas reconnecté les individus ou les circuits économiques ou organisationnels au vivant, on sera dans l'impasse dans laquelle on est. Donc, ces 3 pieds, de l'agriculture et des paysans au cœur de nos sociétés, d'un rééquilibrage des territoires et d'une reconnexion au vivant, c'est vraiment le retour à la terre tel qu'on le promeut au sein de l'association. Donc tu parles beaucoup de la place des paysans dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Je sais pas si c'est une idée reçue, mais j'ai l'impression que les paysans actuellement
Donc, ce sont des logiques d'exploitation où on a des exploitations de plus en plus grandes. Et avec des exploitations de plus en plus grandes, on est dans une logique qui est de plus en plus consumériste. Finalement, un agriculteur aujourd'hui tend à devenir une entreprise comme une autre, sauf que c'est pas du tout compatible avec les enjeux du vivant. Comment est-ce que tu envisages justement cette espèce de d'effet à rebours nécessaire pour faire transiter l'agriculture, passer à des plus petites exploitations, et donc peut-être envisager quelque chose qui se rapproche d'une sensibilisation au niveau des agriculteurs, justement pour aussi, au cœur d'installations existantes, arriver à faire émerger des prises de conscience et que eux aussi transitent et fassent partie du mouvement. Alors, c'est vrai qu'il faut pas généraliser, mais en effet, au niveau du foncier, les exploitations sont, effectivement globalement de plus en plus grandes, même si on voit émerger une foultitude aussi de en tout cas ceux qui s'installent aujourd'hui, qui sont non issus du milieu agricole, recherchent plutôt des petites surfaces, donc il y a des logiques hybrides, hein, quand même qui coexistent. Heu Comment est-ce que j'envisage tout ça? Je dis souvent qu'au sein de l'association, on n'a pas de religion agricole et que la transition, elle doit être amorcée de partout, à la fois dans le monde conventionnel et puis c'est bien aussi qu'il y ait des, modèles et il y en a beaucoup, plus alternatifs. Après concrètement, on nourrira pas non plus, la France et on n'alimentera pas, notre société uniquement avec, des petites exploitations de maraîchage en permaculture. Même si aujourd'hui il y a, des pratiques, bio, intensives qui sont hyper intéressantes. Donc, pour moi, il faut de la même façon qu'il faut de la diversité dans le vivant pour qu'il y ait de la richesse, de l'innovation et que le système tienne, il faut de la biodiversité dans les pratiques. Et donc, c'est intéressant qu'il y ait, des pratiques diverses qui existent, alors qu'effectivement les exploitations qui sont dans une logique, industrielle intensive, intègrent de nouvelles pratiques plus, à l'écoute du vivant, mais en même temps, c'est aussi intéressant que des structures qui sont, peut-être, très alternatives, s'intéressent à des logiques, on va dire d'innovation économique, donc pour moi, il y a un vrai intérêt à ce qu'il y ait, une hybridation des modèles. Et puis donc, pour, venir sur la question des transitions agricoles, elles sont très nombreuses en ce moment, elles sont technologiques, elles sont sociales, elles sont, écologiques. Hem Et il y a notamment donc, une association que je trouve fantastique qui accompagne, les agriculteurs vers leur transition, écologique et la prise en compte du vivant, qui s'appelle Pour une agriculture du vivant et qui accompagne justement, les agriculteurs où qu'ils en soient, quel que soit leur modèle, y compris extrêmement conventionnel, pour, prendre en compte le vivant dans la façon dont ils gèrent leurs exploitations. Donc effectivement, ça doit redevenir un paramètre essentiel aujourd'hui, la biodiversité. Malheureusement, aujourd'hui, économiquement, c'est pas encore reconnu et typiquement dans la valorisation du foncier, j'en échangeais, il y a pas très longtemps avec, des agriculteurs qui se sont installés en Saône-et-Loire. Ils investissent beaucoup de temps dans la remise en biodiversité justement de leur, sol et ça, c'est pas valorisé économiquement et c'est pas valorisé dans le foncier. Donc il y a aussi tout un tas de nouvelles logiques à créer dans, ce qui aujourd'hui fait valeur dans le monde, agricole, mais les dynamiques, elles sont à l'œuvre, et ça bouge énormément. En revanche, la question, c'est la question de la temporalité et de l'échéance qui est face à nous, qui est que, d'ici, 10 ans, il y aura 50 des exploitations à reprendre. Est-ce qu'on va avoir les gens qui, en face, vont être en capacité de les reprendre? C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de structures qui partent à l'agrandissement aussi, faute de repreneurs. Et donc tu évoques trois piliers fondamentaux à la base du retour à la terre. Toi, au sein de Back to Earth, donc ton association, sur lesquels est-ce que tu agis? Plutôt sur un, ou est-ce que tu agis vraiment sur, de manière globale sur les trois? Non, nous vraiment, on agit sur les 3. Après on pourrait faire plein de choses sur ce sujet, vaste du retour à la terre tel qu'on le définit. On pourrait faire des formations pour incuber des fermes, on pourrait faire de l'ingénierie territoriale, c'est pas les axes, qui manquent. Donc qu'est-ce qu'on fait au sein de l'association sur ce thème du retour à la terre tel qu'on l'a défini? On est là pour promouvoir, des initiatives qui contribuent de près ou de loin à ce retour à la terre au sens large. Donc on a une petite chaîne, YouTube. On va prochainement lancer, un observatoire, donc qui donne à voir tout un tas d'initiatives portées par des associations, des entrepreneurs, des chercheurs, des territoires qui contribuent à ce retour à la terre avec vraiment cette idée d'essaimer. On est présent aussi en plaidoyer, donc voilà, on a coécrit des tribunes, on a fait des propositions, politiques, au moment des élections. Voilà, donc il y a cette vocation de plaidoyer, de médiatisation
qui est vraiment un premier volet de l'association. Et on est surtout là, en fait, pour créer du lien autour de ce retour à la terre, qui donc est un sujet qui est complexe, hein, puisqu'il y a plein de dimensions, et qui nécessite donc d'être porté par une communauté très large. La question du retour à la terre, c'est pas que la question des agriculteurs. Et donc nous, on est là pour créer des rencontres et du dialogue autour du retour à la terre pour accélérer ce phénomène. Et donc, on a organisé les premières rencontres nationales du retour à la terre et au territoire. Donc ça, c'était un gros événement. Mais demain, on peut être amené, et c'est ce à quoi on réfléchit en ce moment, à organiser des rencontres peut-être plus régionales qui rassembleraient des agriculteurs, des élus, des associations, des entrepreneurs, des citoyens, des porteurs de projets, des financeurs, avec l'idée de mettre autour de la table toutes les parties prenantes de ce sujet. Donc nous, on est vraiment là pour créer du lien, de l'intelligence collective. Donc voilà, on est un acteur à la fois de médiatisation et de mise en lien. On n'est pas un opérateur, hein, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour faire des formations de transition agricole pour des agriculteurs voilà, qui auront envie de faire évoluer leur modèle. C'est pas notre vocation. Donc tu agis à la fois de manière très, très globale, très macro, avec des plaidoyers dans une logique de médiation, et à la fois à l'échelle très micro, en faisant simplement se rencontrer des personnes. Back to Earth, c'est une association qui a 3 ans, si je ne me Oui, trompe pas. En fait, cette thématique, elle est hyper présente dans les médias, même dans notre quotidien finalement. Et est-ce que tu as senti en 3 ans une évolution disons des mentalités vers ce que tu prônes? alors on a senti une évolution très nette avec le Covid, puisque nous, on a créé l'association, enfin, on avait en tête l'association 1 an avant qu'arrive le Covid, et ça s'est créé juste avant le Covid. Et donc effectivement, je pense que les gens ont touché du doigt à la fois la question du sens, la question de la vulnérabilité, l'importance aussi de la qualité de vie, voilà, avec l'épisode du Covid. Hem et je pense que tout un tas de gens aussi qui avaient des désirs de changer de vie, se sont, vraiment mis, à se poser de sérieuses questions, et pour un certain nombre, à passer à l'action avec le Covid. Et du coup, c'est vrai que c'est un sujet, vraiment qu'on n'avait pas vu venir aussi vite, au centre des discussions, du débat public. Et régulièrement, effectivement, il y a des articles qui sont publiés, des interviews. Et donc on peut avoir ce sentiment effectivement que, c'est devenu en tout cas une question, beaucoup moins saugrenue qu'elle aurait pu, l'être il y a 4 ans. Donc effectivement, on sent que ça devient, vraiment un sujet de discussion. Quant à dire si aujourd'hui, il y a un vrai exode urbain, massif, qui s'est mis en place, on n'en est pas là. D'ailleurs, c'est un des sujets qu'on a traités pendant nos rencontres, du retour à la terre et au territoire, rencontres nationales. Voilà, exode urbain, mytho réalité. En fait, il y a plein de micro-mouvements qui sont, à l'œuvre. Collectivement, en tout cas, c'est de l'ordre du signal faible. On peut pas dire que ce soit massif, il y a pas un exode, aujourd'hui, urbain qui s'est, mis en place dans les mêmes proportions que l'exode, rural. Hem, donc il y a quelque chose qui est à l'œuvre, quelque chose qui ne faiblit pas. Donc le soufflet est pas retombé. Heu et on le voit d'ailleurs avec les mouvements, les acquisitions de foncier. Il y a une vraie tension foncière, qu'elle soit sur les résidences, ou d'ailleurs, le foncier agricole. Donc c'est effectif. Maintenant, c'est pas massif. C'est très disparate selon les régions. Il y a des régions qui sont beaucoup plus attractives que d'autres. Et pour ce qui est de la dimension agricole, certes, on voit un mouvement de bascule, et justement, on l'évoquait, des gens qui bifurquent, dans des parcours, par exemple d'école d'ingénieur ou de gestion, et qui reviennent et qui se posent des questions et se reconvertissent aujourd'hui. Donc émergent de plus en plus de formations, pour amener des gens à se reconvertir. Pour l'instant, ça reste encore à la marge, à mon sens, et c'est là où il faut vraiment accélérer les choses. Et puis, il faut pas que ce soit des projets qui sont fantaisistes, il faut que ce soit des projets qui sont inscrits dans les territoires, qui ont des logiques économiques, qui s'inscrivent dans, une réalité familiale, qui soient correctement pensés. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup d'acteurs de l'accompagnement qui sont en train, d'émerger. Donc moi, je dirais qu'on est au début de la confirmation de ce qu'on avait pressenti au début du Covid, mais qu'en revanche,
Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. On le voit, économique, social, avec le contexte, j'ai envie de dire politique international, national qu'on vit et qui nous impacte de façon très concrète dans nos vies. Je pense que tout ça est assez fragile, en fait. Et en tout cas, la question des enjeux agricoles, si on parle pas uniquement de mobilité de gens qui veulent aller en ruralité, puisque donc nous, par exemple, dans le petit club de porteurs de projets qu'on anime, il y a aussi bien des gens qui ont envie de revenir à l'agriculture que des gens qui voilà, veulent simplement entreprendre en zone rurale ou simplement changer de lieu de vie tout en conservant leur activité. Donc si je mets de côté ces deux dernières catégories et que je me focalise sur l'enjeu agricole, aujourd'hui il est majeur. Euh, on est loin d'avoir toutes les réponses à cet enjeu de transmission des exploitations. Et là, il faut mettre les bouchées doubles sur cet enjeu. Donc, le phénomène, j'ai envie de dire, commence à être pointé du doigt, étudié. Il est disparate et il est certainement pas suffisant, en tout cas sur le volet agricole. En tant que citoyen, il y a une sorte de paradoxe entre un mouvement citoyen qui semble se structurer et devenir de plus en plus fort. C'est l'exemple de la bifurcation, c'est l'exemple, même ton exemple. Il y a un sentiment de deux poids, deux mesures avec l'État qui semble pas forcément agir dans le sens des territoires, simplement d'un point de vue fiscal, par exemple. Et est-ce que toi, en fait, ce passage à l'échelle que tu évoques, il se fera par les citoyens ou ça nécessite aussi un accompagnement et une prise de conscience un petit peu plus marquée des décideurs politiques? Il y a une Mais question politique là derrière. bien sûr qu'il y a une question politique et c'est ni l'un, ni l'autre, c'est-à-dire que c'est forcément les 2. De la même façon que pour, les transitions écologiques, développement durable, comme je le pointais tout à l'heure, il y a des enjeux de politique publique, il y a des enjeux organisationnels, donc qui doivent être portés par à la fois les collectivités territoriales et les entreprises, et puis il y a une responsabilité individuelle. Et s'il y a, parmi ces 3 niveaux, que ce soit, les politiques d'État, les organisations, les individus, s'il y a un des niveaux qui pêche, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est forcément à ces 3 niveaux-là. C'est aussi pour ça qu'on agit dans la mise en lien à différentes échelles au sein de l'association, comme tu le disais tout à l'heure, à des échelles très micro, par des programmes de parrainage entre agriculteurs et jeunes urbains, clubs de porteurs de projets, ou de la mise en lien via des speed meetings, vraiment à une échelle individuelle, mais qu'on souhaite créer des liens en animant une communauté, et par ailleurs qu'on agit en plaidoyer avec l'idée, aux côtés d'autres associations ou d'autres institutions, de porter ce sujet politiquement parce qu'il doit faire l'objet de politiques publiques. S'il fait uniquement l'objet de mesures citoyennes, bien sûr qu'il se passera des choses, mais ce ne sera pas suffisant par rapport aux enjeux. Et la question effectivement des recettes fiscales sur les territoires, c'est un sujet, de la même façon que la question des mobilités, que la question également des services dans les territoires, notamment des services médicaux. Enfin, il y a plein de sujets qui ne peuvent pas uniquement faire l'objet de politiques individuelles et qui doivent être accélérés par des mesures politiques. Mais bon, quand l'État va pas suffisamment vite, bah, c'est pour ça qu'il y a des associations, des individus qui poussent. Donc pour moi, c'est les 2. Et par ailleurs, pour moi aussi, les entreprises et les organisations, donc ça c'est une 3e échelle, c'est pour ça qu'on les avait d'ailleurs conviés sur nos rencontres, et je reprends ma casquette d'ancienne directrice de la RSE, de la responsabilité sociale d'entreprise, qui doivent avoir aujourd'hui une responsabilité territoriale. Les entreprises aujourd'hui, elles doivent se préoccuper de où elles créent de l'emploi et où elles créent de la valeur. Et que ce soit vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de là où elles s'approvisionnent, de comment elles organisent leur circuit de logistique. Et pour moi, cette RTE, c'est pas moi qui ai inventé ce mot, hein, c'est un sujet que j'ai en tête depuis bien longtemps maintenant, mais que je vois vraiment poindre dans le monde de la RSE. Ce sujet de la responsabilité territoriale des organisations, je pense qu'aujourd'hui, il commence à être mûr et que là où il pouvait paraître un petit peu fumeux il y a quelques années, aujourd'hui, ça parle à tout le monde de dire qu'il faut relocaliser un certain nombre d'activités pour être moins dépendant vis-à-vis du chômage, pour avoir aussi des circuits qui soient moins impactants en termes de carbone, qui socialement soient plus contrôlés. Voilà, triple niveau de responsabilité étatique, organisationnelle et individuelle. Alors, on va arriver au bout de cet épisode. Donc, on est début 2023. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année et quels sont tes grands objectifs
au sein de Back to Earth? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Ben, c'est d'arriver à reconduire, les rencontres telles qu'on a pu les organiser en 2022, donc qu'il y ait, de nouvelles éditions, peut-être dans des régions, qu'effectivement, nos actions de communication, notre chaîne, bah, soit de plus en plus connue et puis que ce sujet, gagne effectivement en visibilité. Voilà et puis à titre personnel, voilà, un équilibre de vie, je dirais entre, à la fois mes engagements, ma vie, professionnelle et puis, une dimension, je dirais plus personnelle, spirituelle que je tiens absolument à conserver donc cet équilibre-là, voilà, je souhaite arriver à le tenir sur 2023. Alors où est-ce qu'on peut suivre tes différents engagements, tes aventures? Et puis tu parlais d'une chaîne aussi? Oui, donc Oui, on a comment une on peut chaîne YouTube Back to Earth, donc où vous trouverez, plus d'une cinquantaine de vidéos, de podcasts, inspirants sur ces sujets. Il y a notre site internet backtoearth.fr et puis sinon on est très présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour avoir pris le temps d'échanger et d'intervenir sur ce podcast. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci.